Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein Lado, l'émission qui parle de nos ados, des parents, de vous et de toutes les interactions entre toutes ces personnes. Et pour parler de ça aujourd'hui, on a invité deux jeunes filles ravissantes, mais c'est pas pour ça qu'on les a invitées du tout. mais tant qu'à faire, Julie Fall est à ma droite. Julie, on va parler avec elle, on va savoir qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle est arrivée en Israël, son parcours, comme vous avez l'habitude dans cette émission. Julie, bonjour. Bonjour. Ça va? T'as pas eu de problème pour te garer? Non, tout pas s'est du bien tout. passé? C'est impeccable, super. Et à ma gauche, Lisa Sillon. Lisa, ça va? Salut, ça va? Ouais, Super, très et bien, toi? tu as une belle affiche derrière toi. Ah oui, la Je ne fiche ferai pas de publicité, je ne suis pas là pour ça, Israël. mais si déjà, on peut y aller. Alors, ces deux jeunes personnes ne sont pas là par hasard, elles sont là parce qu'elles font partie de l'expérience israélienne, la Chavaya israélite, qui est très très connue. Ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment elles sont arrivées à travailler pour la Chavaya israélite? Mais pour l'instant, on va s'intéresser à elles. Et pour s'intéresser à elles, on va commencer à ma gauche par Lisa, vu qu'elle est devant une superbe affiche. Il y a le logo du Bnei Akiva, ce qui ne va pas déplaire à notre technicien, là-bas, un ancien du mouvement. Alors, Lisa, parle-nous un peu de toi. Qui était la Lisa quand tu étais adolescente? T'habitais où? Alors, je viens de Marseille. Tu viens de Marseille, t'as pas l'accent, il est pas non, fort. mais non. Parce que j'ai tellement côtoyé de Parisiens quand j'ai fait mon alia que... Ah ouais, ça s'est estompé. Ça s'est estompé un petit peu. Avant l'alia, c'était plus... Au début ouais. de l'alia, ouais, c'était c'était un peu plus marqué. Je suis parti un jour faire une schlichout d'un mois à Marseille. Je suis sorti à la fin du mois, je parlais avec l'accent marseillais, mais grave. Je suis le caméléon C'était horrible. Les gens croyaient que je faisais exprès. C'était terrible. Et donc, parle-nous un tout petit peu de toi, de ton enfance à Marseille, comment c'est passé, comment était la communauté juive, etc. Donc, j'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 14 ans. Ok, Donc, en école juive, j'étais au ZI. En d'accord. fait, j'ai participé aussi à quelques activités du Bnei Akiva, mais plus au ZI. D'accord. Voilà, dans une famille très, très sioniste. Donc, Ok. mes parents ont toujours parlé d'Israël à la maison, venaient en Israël très, très souvent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans? Jusqu'à 14 ans, vous êtes parti en Israël? Ah ouais, Ah ouais. ah ouais. Et ouais. Ah ouais. À mes 14 ans, on est parti en Israël et en fait, mes parents en parlaient tout le temps, mais comme on n'avait pas du tout de famille en Israël, ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas vraiment comment s'y Ah, prendre. vous avez été impliqué un peu dans le processus de Alia, on vous posait des questions, on vous a parlé du projet, ou bien un jour ils sont arrivés en disant bon, on s'en va. Non, ils en parlaient tout le temps. Ouais. Ils en parlaient tout le temps et nous, on attendait ça avec impatience. Donc moi et mes sœurs, on Alors, attendait ça. où était placée Lisa dans la famille? Moi, je suis l'aînée. Ah ok. Donc j'étais vraiment l'ado quand on est parti. Et c'est vrai que donc il y avait cette attente de l'Alia. On savait qu'on allait le faire, mais on savait pas exactement quand. Et c'est vrai que pour moi, c'est tombé à une période où voilà, j'étais ado, je commençais déjà à sortir un petit peu, à avoir mes amis très proches, etc. Et puis ça a été. Et puis d'un coup, il faut Ouais. refaire tous les repères et tout Ouais. reconstruire, ta place dans la société, dans ton petit C'est groupe. ça. C'est Tous ça. c'était pas évident. Non, 14 ans, c'est c'est- vraiment le moment où on a lâché certains repères et puis on en attrape d'autres. Et d'un coup, hop, et on va te laisser pour l'instant dans l'avion vers Israël à 14 ans. Il y avait des sœurs. Ouais, 2 petites sœurs. Deux petites sœurs, avec tes deux petites sœurs à qui tu tiens à main en disant ne déconnez pas, c'est l'Alia, c'est important et tout. Et on va passer à Julie. Julie, toi aussi à 14 ans? Ah non, non, moi pas du tout, pas à 14 ans. Moi de Marseille aussi, hein. Les cigales sont avec nous aujourd'hui. Ah, bah, on commence à avoir le lien Chavaya israélite et marseillais. S'il vient de Paris, il n'y a aucune chance. Oui, Ah non, on alors n'embauche que des Marseillais à la Chavaya. on a vu, c'est très clair. N'oubliez pas, chers auditeurs, dans le CV, si vous voulez, Marseille, en gros, avec 2 drapeaux de l'Olympique de Marseille et du stade. Oui. Voilà, donc de Marseille aussi. Moi, j'étais en école non juive jusqu'au collège. Mhm. J'ai décidé de partir Yavne Marseille pour les 3 dernières années de lycée. D'accord.
Et j'ai continué. J'ai fait aussi mes études à Marseille. J'ai fait D'accord, qu'est-ce la que t'as fac de droit. étudié ? Ok. La fac de droit. Et c'est parce que, en fait, on va dire que j'avais très envie de partir après le bac, quoi, faire un programme Massa. Mais mes parents ont dit on part de la maison que quand on est marié. Voilà, on est Donc, mariés, du coup- on a un métier dans les mains. On a un truc. Voilà, Et donc, t'as j'ai pas attendu pu d'être passer. marié ou t'as réussi à trouver la tangente? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mari à Yavne, qui lui est parti après le bac. Donc, j'ai continué gentiment mes études de droit en France, pendant que lui avait déjà fait son alia, commencé l'armée, etc. Et te raconter, c'est super, c'est clair que toi, t'avais Et donc, bien les boules. exact. Oui, d'accord, on connaît le scénario. Et donc, du coup, j'ai attendu d'avoir mon master en poche pour pouvoir faire mon alia et le retrouver en Israël. Pas été dur, cette période? Écoute, 4 ans comme ça de distance, j'ai envie de dire que je crois que toute la fac d'Aix-Marseille s'en rappelle encore. Oui, je comprends. Ça a été une tête au carré. Mais bon, voilà. Non, parce qu'en général, après 15-20 ans de mariage, les mecs s'ignoraient sur les voyages comme ça, mais bon. On va repasser à Lisa, on revient tout de suite vers toi. Vous savez, on saura tout sur nos invités d'ici la fin de l'émission. Lisa, on t'avait laissé, tu étais dans l'avion avec ta famille, partant un peu vers l'inconnu, pas vraiment de famille en Israël, mais plein de rêves et plein d'idées. D'un autre côté, des repères un peu effacés. Alors, comment tu as reconstruit un peu ta life? Bah écoute, exactement dans ce dilemme-là, c'est-à-dire d'un côté la réalisation d'un rêve et d'un autre côté faire face à tous ces changements. Et puis je crois que comme chaque aboutissement de rêve, quand on l'a atteint, du coup on attend le prochain et on a une période comme ça, on est un peu perdu. Et donc voilà, donc c'est comme ça Viens, que... on te suit quand même. On rapproche la caméra et on va essayer de te suivre. Donc, tu as 14 ans, vous arrivez où? On arrive à Eli, dans un Ishuv, donc, Okay. avec je connais l'alia bien. de groupe de Shalom Var. Ouais. Donc, Il y dans avait un déjà village. la Lideré là-bas ou pas encore? Elle était dans le camp, pas encore. Je ne l'ai ok. pas connue à cette époque-là. D'accord. Et donc on arrive à Eli, dans un Ishuv. Shalom donc, Var qui dit Iné, voilà, j'ouvre les portes. dans une caravane. Donc, on a quitté Ouais. notre appartement marseillais pour débarquer dans une caravane. Les bus sont blindés. Ils passent à Eli environ toutes les 5 heures. Avec au moins 1h45 pour arriver à Jérusalem en s'arrêtant ça. dans tous les chouvim C'est du ça. coin, ok? Il n'y a pas beaucoup d'ados. Ouais. En tout cas, pas dans le groupe. Donc, dans notre groupe d'Alia, il n'y a pas beaucoup d'ados. Et donc, tu te dis, au secours! Et donc là, je me dis, c'est vrai que je voulais venir en Israël, mais quand même, c'est dur. Voilà, mais bon, on a quand même rebondi assez rapidement. Il y a eu le premier tioul de groupe, et puis on nous a fait visiter l'école. Donc j'ai étudié à Ofra, à l'Ulpena d'Ofra. D'accord, on est à quelle année, là? On est en 99. Bon, moi, Donc, j'habite à Ofra, je sais que l'Ulpena est excellente, c'est une super Ouais. école. Alors là, à partir de là, tu commences à retrouver des repères beaucoup plus sympas, clairs et tout. Voilà, on commence à retrouver des repères. Mais c'est vrai qu'encore une fois, donc c'était il y a quelques années, il y avait Ouais. beaucoup moins de Olim. Donc à l'Ulpena d'Ofra, dans ma classe, on était 2 qui parlaient français. Tout le reste de la classe et même pratiquement dans l'école, il n'y avait que des Israéliennes. Donc on n'a pas eu d'Ulpan. J'ai pas eu d'Ulpan parce que j'étais la seule, donc on n'allait pas me faire un Ulpan pour moi toute seule. Donc j'ai appris comme ça sur le tas. Ok. Voilà. Mais On apprend bien sur le tas? on apprend super bien sur le tas. J'adore ce truc-là parce que t'as des Olim qui m'appellent des fois, ils disent ouais, on n'a pas eu toutes nos heures d'Ulpan. Mais dès que tu parles à un mec qu'on a jeté, il n'avait pas d'heures d'Ulpan parce qu'il n'y avait pas assez de Olim. On apprend super bien. Tu comprends rien. Ah, on apprend super bien. C'est fantastique. Surtout qu'à l'Ulpena, donc c'était un internat. C'est toujours un internat, donc il y a la classe, mais il y a aussi le soir dans la caravane avec les copines. Donc on parle hébreu tout le temps. Enfin, on n'a pas le choix. On est obligé Ouais, effectivement, de parler et de se débrouiller. Donc et puis tout le monde, c'est vrai que tout le monde voulait m'aider. Tout le monde a été super compréhensif et à l'écoute. Et non, ça va. C'était des bonnes années. Ok. Bien que tellement qu'après 1 an, donc on décide de déménager sur Jérusalem. Je dis à mes parents, je veux pas quitter l'Ulpena. On déménage à Et donc, Jérusalem, tu faisais le ok, voyage. mais je suis restée à l'Ulpena. Avec 2-3 nuits par semaine à Voilà. l'Ulpena, quand même, ok. On laisse Lisa qui est en pleine intégration, qui arrive, qui retrouve ses repères, et on revient à notre histoire d'amour après 4 ans.
Après 4 ans, ils se retrouvent. Et là, c'est magnifique. Tout Marseille suit sur les écrans. Et là, elle retrouve son bien-aimé, qui ça va, il s'était débrouillé, lui, il s'était intégré, il venait de finir l'armée, en fait. Ouais. Quand je suis arrivée, il venait de terminer l'armée. 1 mois après mon arrivée, on s'est mariés. Voilà, pour faire plaisir à tes parents. Voilà, comme ça, plan, comme ça, tu vois, réglé, voilà, okay. J'ai rempli mon contrat. Ouais. Et du coup, donc tout ça, c'est il y a maintenant 7 ans. Et quand moi, je suis arrivée, mon objectif, donc moi, j'ai fait l'Ulpan et Sion. Okay. Enfin, pour rien te cacher, j'ai quand même passé quelques mois en call center. Okay. Parce que l'Ulpan commençait qu'en janvier et je me suis mariée en été. T'as bien fait de pas nous cacher parce que nous, on enquête. Après, on voit le mec, il essaie de gruger. Non, mais parce que franchement, ça a été très dur, en fait. Ces quelques mois-là ont été très durs parce que quand tu sors, en fait, d'une structure où tu es à la fac, tu as tes potes, tu as une habitude. Et bon, j'ai rien contre les personnes qui travaillent en call center, etc. Mais là, du coup, je me suis retrouvée face à un ordinateur avec un casque à parler... Enfin, dans une case comme ça, où du coup, tous les gens qui étaient avec moi étaient en Israël depuis déjà longtemps. Il y avait personne dans mon cas qui venait de faire l'ALIA, qui connaissait les galères. Je me suis sentie comme ça dans une bulle, quoi. C'était très bizarre. Mais par contre, dès que j'ai commencé l'Ulpan, donc au mois de janvier, alors là, c'était la révolution. Déjà parce que du coup, j'ai commencé à avoir la langue, chose qui me manquait quoi, dans ma bulle. Je me sentais déconnectée. Okay. Et je commençais à me faire des amis. J'ai trouvé des gens qui vivaient les mêmes choses que moi au même moment. Et on va dire que là, pour moi, on va dire l'ALIA a commencé véritablement. Donc, j'ai fait mes 5 mois d'Ulpan et Sion. Et après, ma première expérience, j'ai voulu de suite travailler. L'objectif pour moi, c'était les équivalences. C'est-à-dire, sachant que j'avais un master en droit, il fallait que j'avance dans ce domaine-là. Et donc, du coup, c'était les équivalences. Mais entre-temps, pendant l'été, j'ai rencontré la Chavaya israélite. Et ça a été mon premier job. Comment on rencontre la Chavaya israélite ? C'est la question que je te poserai dès qu'on revient vers toi. Mais nos auditeurs passionnés par des histoires se disent il ne reste plus que quelques minutes avant la fin du premier quart d'heure. Il en reste 2. Je vais laisser 1 minute chacune. Attention. Donc, donc tu as passé le bac à la fin de l'Ulpena, etc. Et tu as fait quoi ? J'ai passé le bac. Et puis, j'ai voulu faire le Shirut Leumi. Donc, et comme j'ai toujours été passionnée d'histoire juive et de Tziolim, donc j'étais madricha à Givat Atachmoshet. Donc, je guidais en fait des soldats. Vous voyez les tranchées ici, ils ont couru. On va aller voir le film, je vois. On rentrait dans les tranchées, etc. Donc, j'ai guidé pendant 1 an des soldats, des enfants dans le cadre de leur Tziolim de l'école. Je la vois se rapprocher de la Chavaya, là, en guidant les trucs. Attention, on va y arriver. Et donc, toi, comment tu as rencontré la Chavaya, qui va être notre prochain chapitre, alors, le truc, c'est que mon mari, il a fait un programme Massa, et donc, qui est organisé par les programmes longs aussi donc de la Chavaya. Et donc, ces madrichim qui l'ont suivi l'ont détecté comme étant un madrir potentiel. Donc, lui, il a fait la formation pour être madrir, mais n'a pas eu l'occasion, surtout que sur du court terme, mais n'a pas eu l'occasion vraiment d'être madrir. Mais il m'en a parlé et m'a mis en contact avec Ilanit. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, d'accord. Attends, on te laisse. Juste, on va voir. Toi, tu es déjà en contact avec la Chavaya, c'est bon. Toi, donc, tu es en train de guider. Et d'un coup, il y a un type de la Chavaya qui m'était extraordinaire comme guide. J'ai vu le combat sur la... Non, c'était pas comme ça. Dommage, ça aurait pu. J'ai rencontré... Pour tout te dire, je me souviens pas exactement comment ça s'est fait. En tout cas, j'ai vu passer une annonce. Il n'y avait pas Facebook, pas encore, mais j'ai vu passer une annonce qui recrutait, donc la Chavaya israélite recrutait des madrichim. Et donc, je suis arrivée à un entretien. Et puis voilà, et j'ai passé l'entretien. On m'a demandé de venir au séminaire de préparation. Je suis venue au séminaire de préparation. Et puis voilà, l'été d'après, je guidais à la Chavaya. 2 magnifiques histoires d'Alia, et tout de suite on va rentrer dans la Chavaya israélite, on va connaître un peu plus cette organisation grâce à Lisa et Julie que vous connaissez et qui ne nous ont rien caché puisqu'elles ont commencé toutes leurs phrases par « pour ne rien te cacher » et je les en remercie. À tout de suite. On était en train de discuter juste avant de reprendre l'émission, on était en train de se dire on s'est limité.
Heureusement qu'il n'y a qu'un quart d'heure pour les présentations, ça aurait été parti. Alors, on avait laissé Lisa et Julie en train de prendre contact avec la Chavaya. Lisa, elle avait passé le séminaire, le truc, l'entretien, et c'était bon. Et Julie, elle était en train de connaître la Chavaya. Alors, quel est le premier poste qu'on reçoit quand on est comme ça, quand on rentre à la Chavaya israélite? Mais avant de poser cette question, qui est ma question, tu peux y répondre d'ailleurs tout de suite après, mais la Chavaya israélite, tout le monde connaît le nom, tout le monde a entendu, on parle de quoi? C'est quoi ce truc-là? Alors, la Chavaya israélite, donc, c'est une filiale de l'Agence juive qui a pour mission d'organiser des voyages éducatifs en Israël. Donc, avant d'être une filiale de l'Agence juive, c'était un département à l'Agence juive qui organisait des voyages éducatifs pour les jeunes juifs de la diaspora. Alors pourquoi il y a eu cette séparation un peu... C'était juste technique, Okay. C'était une séparation technique. Et en fait, ça nous a permis aussi de travailler non seulement avec les jeunes, mais aussi avec les moins jeunes, avec les étudiants, avec les adultes. Aujourd'hui, on organise des voyages pour toutes sortes de publics, vraiment tous ceux qui font appel à nous. Donc ça peut être des écoles, ça peut être des étudiants, ça peut être des associations, des groupes, des très grands groupes, des petits groupes. Dès que quelqu'un veut organiser quelque chose et qu'il y a un côté touristique, mais touristique éducatif aussi, etc., la Chavaya reçoit et puis, donc, une demande au moins de vie ou quelque chose comme ça. Voilà, et puis on a plusieurs départements. Donc on a le département dont on fait partie, Julie et moi, qui est le département des programmes de courte durée. Donc c'est jusqu'à 2 mois en Israël. Et on a un département de longue durée, de programmes de longue durée. Donc ça, c'est le département qui s'occupe de Massa, des programmes Massa. D'accord. Ce sont des programmes de 5 mois. Effectivement, on a déjà reçu Arié, etc. Abitbol, exactement. Donc, mais aujourd'hui, on va effectivement s'arrêter sur les programmes courts, puisqu'on veut faire connaissance avec vous et que les deux, vous touchez beaucoup à ce département. Alors, toi, Julie, t'es arrivée comment et dans quel rôle un peu? Alors, moi, j'ai fait aussi la formation de Madrichim. Et le premier rôle que j'ai eu à la Chavaya, c'était Madricha pour le groupe Yaniv, que j'ai encadré pendant les vacances. Et après, j'ai toujours gardé le lien avec la Chavaya. Parce que têtu, donc je voulais absolument passer mes équivalences, que j'ai passées, fait mon stage chez une avocate, passer le barreau, têtu jusqu'au bout. Ah oui. Pour au final tout abandonner et me dire que c'était pas du tout pour moi. Et là, je l'ai joué à l'israélienne. J'ai eu l'occasion de rencontrer la bonne personne qui m'a plongée dans le marketing digital. Oui. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle carrière complètement dans le marketing en ligne et dans le monde du digital. Et quel rapport avec la Chavaya, ça? Alors du coup, le suspense. Du coup, j'avais toujours ce contact avec Ilanit parce que bon voilà, le feeling était bien passé. Donc j'ai mon mari qui était aussi toujours dans le secteur de la Chavaya qui il la lâche pas, qui bosse toujours. C'est une emprise familiale, tu vois, les mecs qui ont cerdé le truc, oui, bien entendu. Qui bosse avec Arié jusqu'à aujourd'hui dans les programmes longs. Arié qui est un cousin à nous d'ailleurs, qui est le fils de l'oncle. Ça s'arrête là. Et donc du coup, quand le projet Isra Dreams a vu le jour, ce qui ne s'appelait pas Isra Dreams à l'époque encore, il n'avait pas de nom. On cherchait encore le nom. Voilà. Lisa et Ilanit ont pensé à moi. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis revenue. Je me suis de nouveau rapprochée de la Chavaya. D'accord. On revient à Lisa. Lisa, donc, tu nous as expliqué la Chavaya, etc., mais on n'est pas rentré dans qu'est-ce que tu as fait en premier. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Tu as guidé des groupes? J'ai encadré un groupe. Donc, pour la petite anecdote, c'était donc en 2006, et donc la deuxième guerre du Liban. Et j'ai encadré un groupe d'Ézéi, des PIF, donc les futurs madrichim d'Ézéi. On avait un programme donc prévu sur 3 semaines qui devait se dérouler sur tout le pays. Et donc la guerre éclate en plein voyage au mois de juillet. Et là, tout le programme est chamboulé. Donc d'abord, il y a suspense. Est-ce que les jeunes vont devoir repartir en France ou est-ce qu'ils restent en Israël? Donc il y a des parents qui disent on reste, des parents qui disent non, on veut renvoyer nos enfants. Finalement, je dois dire que 99% des jeunes sont restés.
C'était une ambiance très spéciale. Donc évidemment, tout le programme du nord du pays, on devait monter sur Ramat Golan, a été annulé. On a passé une semaine dans le désert à la frontière avec l'Égypte, à Nitzana, à faire de la survie. On a fait tout un programme de survie dans le désert. Mais c'était vraiment un voyage inoubliable. De voir ces jeunes qui étaient quand même, malgré la guerre et malgré la pression, malgré le fait qu'on était tous très imprégnés de ce qui se passait, parce que nous, les madrichim, on vivait ça. Sûr. Moi, j'avais mon fiancé qui était à la frontière, donc vraiment, on le vivait très fort. On lisait le journal, etc. On lisait tous les journaux le matin. Mais les jeunes ont été super et ça a été vraiment, vraiment un voyage très, très marquant. Donc ça a été mon premier groupe en tant que madricha. Okay. Et puis après, j'ai enchaîné les groupes, Taglit, le DEJ, les autres mouvements de jeunesse. Alors comment on monte à Chavaya israélite? Comment on accède à des postes un peu plus élevés que madrir de groupe, etc.? Après, en fait, c'est vraiment des postes donc d'été. C'est les postes de madricha, c'est en été. Après, chacun suit son chemin. Il se trouve que moi, j'ai décidé vraiment de rester dans ce domaine-là parce que ça me passionnait, ça me passionne toujours. Donc, j'ai étudié après à l'Université hébraïque de Jérusalem sciences politiques et histoire du peuple juif. Donc, ça m'a vraiment approfondi dans ce domaine-là. J'ai fait le cours de guide pour devenir guide touristique du ministère du Tourisme. Donc, ça m'a permis de continuer à travailler à la Chavaya dans le cadre de guide. Donc, j'ai guidé des groupes, plus en tant que madricha chevratit, mais aussi en tant que guide touristique. Et puis voilà, après, j'ai pas tout de suite travaillé au bureau. J'ai fait quelques postes ailleurs, notamment à la Knesset, où j'étais aide parlementaire. J'étais shlicha de l'agent juif par la suite. Et puis voilà, il y a quelques années, je suis revenue à la Chavaya. Ok, génial. Shlicha où? À Marseille. Ah là là, mais ne lâche rien. Julie, a priori, elle aurait plus dû être à la Chavaya israélite. Elle est partie vers le marketing digital. Ça y est, on la voyait bien ouvrir une petite société avec, là encore, sûrement plein de rêves dans la tête. Parce que, comment tu reviens à la Chavaya par ce biais, la marketing digital, etc.? Eh ben, grâce au projet Isra Dreams. Ah, celui-là, c'est plus tard. Donc, il y a un nouveau projet qui va se monter. Et la Chavaya va se dire, et Lisa et toi, on rigolait bien quand même. On s'amusait bien avec Julie. Comment on la fait revenir? Exactement. On la replace. Je connais les combis. Mais l'autre était plus... Oui, on s'en fiche. J'ai un frère comme ça, il est commercial. Ses clients lui disent... tes produits, ils sont nuls. Vous les livrez un mois après, mais on aime bien déjeuner avec toi. Mais c'est pas le cas. T'as dit de Julie, je parle pas de ça. Julie qui était extrêmement compétente dans son domaine et donc une nouvelle fois rappelée par Chavaya, on va en parler tout de suite. Quelles étaient un peu tes orientations quand tu as étudié marketing digital, quand tu as compris ce truc-là? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça? Qu'est-ce que tu as envie de changer? On sent dans ce truc-là que tu as envie de te spécialiser dans quelque chose, d'atteindre des gros publics. Dans le marketing? Ouais. Quand je me suis lancée dans ce métier? Ouais. Écoute, faut rien te cacher. Parce que c'est une émission où on dit tout. La meuf fait le tri déjà, elle dit attends, qu'est-ce que je mets de côté? Alors, elle peut faire politicienne avec le marketing digital. Alors, pour ne rien te cacher, et surtout te planquer de max de trucs. Oui. En fait, ce qui me manquait beaucoup dans le droit, c'était vraiment communiquer. Être face à des gens, pouvoir parler, pouvoir tchatcher, quoi. Vous deux, ça a l'air assez facile, d'ailleurs. J'avais un peu ce sang de commerçant, quoi, en moi depuis toujours, quoi. Et donc, du coup, quand je suis tombée dans cette marmite du marketing, j'ai eu l'occasion, effectivement, de gérer des campagnes pour des sociétés israéliennes, en fait. Et j'ai aussi eu l'occasion de former. D'accord. C'est-à-dire vraiment de passer ce feeling que j'ai avec le marketing à d'autres personnes. Et en fait, c'est surtout ça en fait, qui m'a énormément plu. Cette opportunité que j'ai eue, et si je continue, ça serait aussi, je pense, dans ça, c'est de former, d'apprendre, d'expliquer comment ça marche, d'expliquer comment arriver à certains objectifs et d'expliquer comment parler aux gens aujourd'hui. Alors Julie et Lisa, on va vous embêter encore un tout petit peu. Vous avez quel âge? On vous sent plein d'ambition, de trucs, de projets et tout, mais on a l'impression qu'en même temps, vous avez déjà roulé votre boss pas mal. Moi, j'ai 28. Ouais. J'ai 32 ans.
Ok. Voilà. La fille avait peur de le dire. Non, mais comme on dit tout, comme on dit tout, on y va. Bon, voilà. Eh ben, franchement, vous êtes assez impressionnante, quoi. On sent vachement d'énergie derrière. Il y en a besoin, je suppose, pour Akhavaya et pour les nouveaux projets et trucs qui se montent en place. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des histoires que vous avez vécues à l'intérieur de la Akhavaya avant de rentrer dans le projet Extra Dreams, qui a l'air super, dont vous vous souvenez des moments forts, l'histoire de la guerre, c'est un truc intéressant. Moi, je me rappelle d'un groupe que j'avais amené en Israël 2 jours avant que Goldstein tire d'un Marat Marpella. On avait prévu une visite de Hebron 2 jours après. Oui. Puis le pays avait complètement changé, toutes les habitudes sécuritaires et tout. Et effectivement, c'est quand même un pays où, d'un côté, on a de plus en plus de touristes chaque année, on le voit, et c'est assez sympa. D'un autre côté, c'est pas un pays toujours facile au niveau approche touristique, et même sur les choix où on peut aller, où on peut pas. Il y a énormément de normes, rien que par rapport aux accompagnateurs d'un tioul, etc. Comment vous arrivez à expliquer, même aux gens qui viennent, ce contraste un peu entre le fait qu'Israël, c'est un pays absolument fabuleux à visiter, et d'un autre côté, ces petites difficultés au jour le jour, le terrorisme des fois dans la rue, des trucs qui peuvent faire réfléchir les gens. Ça vous arrive d'être confronté dans des débats avec les gens qui viennent ici ? Bien sûr, on en parle, et en même temps, on n'en parle pas parce que les gens le sentent. Les gens le sentent et ils sont émus de ça, de cette force qu'ont les Israéliens, et puis du contraste, par exemple, entre Jérusalem et Tel Aviv, de l'ambiance qu'il peut avoir à Jérusalem, qui est quand même un peu plus tendue, et l'ambiance complètement détendue de Tel Aviv. Donc, les gens le sentent, et puis eux-mêmes, ils en parlent, et puis ils sont impressionnés de ça. Et puis c'est vrai que de temps en temps, ils vivent des situations qui sont un peu les gens ont envie de spéciales. venir vers vous quand même pour discuter, en se disant, tiens, on est en Israël, c'est le bon moment de pouvoir, on ne peut pas obligatoirement discuter avec des gens qui comprennent quelque chose quand on est à Paris, à Marseille, à Lyon. Et en se disant, tiens, ces gens-là ont fait la Aliyah, ils ont fait leur choix, etc. Et il y a des discussions le soir comme ça, c'est Lisa. Ouais. Il y a beaucoup de discussions et c'est vrai que c'est pas très facile à gérer parce que d'un côté, ils nous posent des questions, donc on répond en tant que Lisa ou en tant que Julie, chacun son expérience, chacun sa vie. D'un autre côté, on se dit, ouais, on a quand même un rôle important. Et, est-ce que vraiment on a le droit de donner notre avis personnel, par exemple sur le conflit ou sur d'autres choses, sur la société, parce que les gens vont repartir avec ça, ils vont dire, bah voilà, c'est la guide qui a dit ça ou c'est la madricha qui a dit ça. Ça peut être craignos. Voilà. Julie, comment tu as géré, toi, ce genre de discussion quand il y en a eu et comment tu abordes ça ? Comment tu défends Israël, même des fois, quand les mecs poussent un peu On va dire, moi, ça a commencé déjà à la fac, sachant que c'est des débats qui arrivent quand même sur les bancs de la fac, et surtout quand ils savaient que moi, mon fiancé était déjà à Tzahal. Était à Tzahal, en train de courir. Voilà. C'est des conversations qu'on ne peut pas éviter. Moi, personnellement, la première chose, toujours, c'est nous-mêmes de s'informer, de s'armer, si on peut dire, entre guillemets, pour savoir répondre. Parce qu'on a tendance, je parle pour la France surtout, quoi, on a toujours tendance à nous poser des questions, et on est sûr parce que, voilà, on est feuge et parce qu'on a un lien fort avec Israël, mais c'est sûr qu'on connaît toute l'histoire sur le bout des doigts, et on sait exactement tout ce qui se passe. Ils ont toujours cette impression. Donc on a un niveau comme ça où on veut pas... on dit, ok, on a le niveau, on est là, quoi, on veut pas décevoir. Et donc du coup je me suis toujours sentie comme ça un peu représentante à la fac d'Israël, si je peux dire, quoi, et parce qu'ils connaissaient mon histoire, donc du coup voilà, dès qu'il y avait quelque chose, c'était moi qu'on venait voir. Et quand j'ai eu l'occasion donc d'être madricha, aujourd'hui je suis encore les jeunes que j'avais sur les réseaux sociaux. Et du coup, bon, je me dis peut-être que j'ai mis ma pierre dans leur histoire, quoi. Mais quand je vois qu'ils sont en Israël aujourd'hui, qu'ils font l'armée, qu'ils ils se sont imprégnés, en fait, pendant ces quelques jours en Israël, et le programme qu'on a eu, et les débats qu'on a eu, et les discussions, etc. Même si, sur le moment, j'avais pas l'impression que ça avait forcément beaucoup absorbé. Mais bon, j'ai l'impression que... C'est sûr qu'il y a un processus qui est un peu comme le fait d'avaler quelque chose. C'est lent, on digère, et des fois, ça ressort au moment où on s'y attend le moins, des fois, dans une discussion. On va rentrer dans quelques secondes dans votre grand projet. C'est pour ce projet que vous êtes là aussi, même si on peut parler des herbes sans le francoulis. On ira boire un pot. A tout de suite pour la troisième partie de Plein d'Ado. Et attention, le grand projet qui est ici sur cette affiche, après l'expérience israélienne, les rêves d'Israéliens,
Israel Dreams, je le dis mal bien entendu, mais l'hébergement israélien, des excursions sur mesure, tout ça on vous l'explique dans la troisième partie de Plein d'Ados. À tout de suite. Troisième partie de Plein d'Ados, et toujours avec Julie et Lisa de la Chavaya israélite, et qui cette fois, attention, elles sont déterminées à vous expliquer ce qu'elles font. Alors, il y a un nouveau projet qui est en train de se monter à la Chavaya, justement dans ce département des programmes courts, de courte durée. Qu'est-ce que c'est, Lisa, ce nouveau projet? Pourquoi vous en êtes arrivé à faire ce truc qui a l'air très, très, très sympa? Rentre un peu dans le détail, explique-nous un peu même le processus. Alors, ce projet, c'est un site, une plateforme internet qui s'appelle Isra Dreams et qui est destiné à des jeunes de 14 à 17 ans. Pas seulement, on viendra après aux autres volets du site. À la base, c'est mais voilà, visé, okay. À la base, c'est vraiment pour les 14-17 ans et pour leur permettre de créer leur propre voyage en Israël. Alors, quelle était la problématique? Pourquoi il y a besoin d'un nouvel outil? Alors en fait, ça fait plusieurs années qu'on essaye d'analyser un constat donc à la Chavaya israélite, un constat assez alarmant, assez inquiétant en ce qui concerne les jeunes, les 14-17 ans donc, qui viennent de moins en moins dans le cadre des mouvements de jeunesse en Israël. Donc je parlais de mon premier groupe en 2006 en tant que madricha, où à l'époque donc cette année-là par exemple il y avait eu 8 groupes des PIF, juste des EI, 8 groupes en Israël. Aujourd'hui on est à combien? Sans compter le DEJ, les Yanim, etc. Et d'année en année, il y a beaucoup moins d'ados qui viennent en Israël dans le cadre du mouvement de jeunesse. Alors je suppose pourquoi que vous êtes assis sur les chiffres, sur les trucs, en Exactement. disant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est allé. On arrive tout de suite à Julie, dès qu'on va arriver à un truc, il faut prendre contact avec lui, il faut une plateforme, il faut Elle va tout vous expliquer. Championne, va tout expliquer. Vas-y Lisa, lâche-toi. Donc en fait, on est allé à la rencontre des jeunes pour leur demander pourquoi vous venez plus en Israël dans le cadre du mouvement de jeunesse. On a entendu plein de raisons. On va en citer juste quelques-unes pour expliquer, pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux. Mais globalement, donc, les jeunes ont envie d'une formule à la carte. Ils en ont marre d'avoir le madrich ou la madricha qui leur dit comment s'habiller le matin, combien de litres d'eau mettre dans le sac à dos, avoir un programme vraiment très très strict tout au long du voyage. Ils ont envie d'être leur propre acteur de leur voyage. Et donc bon, alors on peut dire mais pourquoi nous on a adoré. Avant de dire mais pourquoi, etc. Il y avait une question qui se posait effectivement, c'est que la structure aussi a changé un peu en France. Aujourd'hui, les études, alors ça a toujours été important les études en France traditionnellement, mais aujourd'hui il y a une espèce de stress, même de guerre. T'as pas eu la mention très bien, ouais. Et donc on a l'impression que les jeunes, vraiment les vacances, nous dans le temps, alors oui on pouvait faire quelques musées, quelques trucs, c'était sympa, ça faisait partie du groupe, mais aujourd'hui c'est quand je suis en vacances, je suis en vacances. Ouais. C'est-à-dire, je veux de la vacance pure, parce que le reste du temps, je suis vraiment sous pression. Alors effectivement, comment vous avez fait face un peu à cet obstacle? Et comment on voit Julie arriver dans cette histoire? Voilà, donc... Julie, guette. Ah, ça bouge. Donc en fait... évidemment, nous, on est nostalgique de cette période-là, et puis on dit, mais pourquoi les jeunes, mais c'est des voyages magnifiques et inoubliables en Israël, etc. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est comme ça, on ne va pas changer les jeunes. Donc, les jeunes sont comme ça. Et comment on utilise cette nouvelle mentalité et leurs nouvelles habitudes pour leur proposer une nouvelle formule en Israël? Et donc, on a pensé tout naturellement à un site internet, parce qu'aujourd'hui, tout se fait sur les nets. Les jeunes ont leur habitude sur le net, comme les adultes. Et on a pensé à un site où les jeunes pourraient créer leur voyage avec une base d'hébergement chez des jeunes israéliens. Okay. Donc pour créer des liens, habiter dans des familles israéliennes. Voilà, donc pour créer des liens forts avec des Israéliens de leur âge.
Sur cette base d'hébergement, leur permet de créer leur propre circuit en ajoutant des excursions et des expériences. Donc ça peut être des excursions ou des attractions de quelques heures, comme des expériences un peu plus longues de 48 heures par exemple. Alors et donc ils ajoutent, c'est des modules, ils ajoutent leur... Donc en fait c'est une espèce de Airbnb quelque part. Ouais. C'est-à-dire je vais choisir l'endroit où je veux être, Ouais. où je veux habiter. Je veux choisir aussi les activités dans lesquelles j'ai envie de participer ou qui me disent bien. Mais la question que j'ai à poser à la Chavaya, il y avait aussi une question économique. Ça commençait à devenir cher pour les gens, toutes ces histoires de grands voyages avec le mouvement, etc. Ouais. Le voyage en Israël coûte cher. Okay. Et faut savoir que les jeunes dorment dans des hôtels. Les auberges, il y en a peu. Elles ont pris d'assaut très très vite pendant l'année. Donc on n'arrive pas forcément à avoir ces auberges-là. Et donc du coup, le voyage en Israël coûtait cher. Donc les jeunes et les parents surtout cherchaient des solutions moins chères pour pouvoir envoyer leurs enfants en Israël. Et donc là, avec Israel Dreams, étant donné qu'on propose un hébergement chez des familles, c'est vraiment la possibilité de partir à moindre coût en Israël. Donc grosso modo, vous avez dit qu'il faut faire la révolution parce que si on le fait pas, on va se retrouver complètement décalé par rapport à une réalité dans laquelle vit le jeune. Mais d'un autre côté, même si sur le papier, en tout cas, ça a pris un peu son indépendance, la Chavaya israélite, vous êtes quand même complètement lié à l'agence juive. Et l'agence juive, c'est pas encore très facile à manœuvrer malgré tout. Pour faire un changement comme ça, c'est pas une évidence. Comment vous avez fait ? T'inquiète, Julie, j'arrive. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de patience. Il faut convaincre autour de nous que c'est la seule solution, qu'on doit s'adapter. Si on veut rester dans le coup, si on veut remplir notre mandat, qui est de faire venir des jeunes juifs en Israël, il faut s'adapter à eux. On peut pas regarder la situation comme ça et puis attendre que les choses s'arrangent. Les jeunes ont changé, il faut s'adapter. Donc voilà. Donc après, l'objectif est commun. Tout le monde a compris que c'était notre objectif et donc on a travaillé sur ce projet. C'est un projet qui a mis pratiquement 2 ans à se mettre en place. Mais ça nous a permis aussi de mûrir l'idée, d'aller sur le terrain, de vérifier ce constat-là et quelles sont les raisons, etc. Et quand vous êtes arrivé à l'histoire de, il faut un site internet, mais il faut vachement maîtriser tous les aspects de marketing, comment on va vendre l'idée, comment on va l'approcher, etc. Vous vous êtes dit, attention, il faudrait quand même... comment s'appelait celle qui rigolait tout Il nous faut Julie. Est-ce qu'on a un enregistrement de la réunion? Et là, vous arrivez à Julie. Exactement. Et là, on fait appel à Julie. On a dit, est-ce qu'elle va avoir la flamme dans les yeux quand on va lui parler de notre folie? C'était plus une flamme, c'était un dragon. Elle s'était développée. Et là, c'est tout feu, tout flamme. Bon, Julie, à toi. Alors, comment un professionnel du marketing digital voit cette affaire-là? Bon, déjà, avant de marketing du digital, il y a quand même moi, Julie, ancienne du DEJ, qui a fait son alia, qui a été madrika, et qui voit ce projet. Comptez là-dessus, quand même, aussi, un peu. Voilà. Et qui se disait, mais quel drame, il n'y a plus rien, quoi. Non, et qui voit ce projet et qui dit, waouh, c'est magique. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, quand elles m'ont proposé le projet, je me suis dit, obligé, quoi, il faut que je fasse partie de l'affaire, c'est pas possible. Ça, c'était la première réaction. Et après... c'est tout un travail, parce que là, c'est pas du marketing, on va dire, pur, agressif, etc. Là, c'est plus que ça. Là, c'est vraiment, déjà, verrouiller, entre guillemets, le projet, c'est-à-dire que, comme on dit, on est la Chavaya israélite, on est une structure, donc les familles, par exemple, qui vont proposer d'héberger, il faut qu'on vérifie quand même ces gens, il faut qu'on voit si ils sont effectivement aptes à héberger, il faut aussi qu'on voit que le petit jeune israélien qui est rentré sur le site a bien eu l'accord de ses parents, il n'a pas fait tout ça en douce, donc il faut qu'on rencontre ses parents. Il y a ce travail là comme ça de process à bien mettre en place pour que les choses en fait glissent, parce qu'effectivement, comme l'a dit Lisa, c'est une révolution. C'est une révolution dans le domaine du voyage éducatif, ce qu'on propose sur ce site. Donc vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment ça, le plus gros du travail qu'on a eu à faire, c'est-à-dire vraiment verrouiller la procédure.
du côté des familles israéliennes au niveau du recrutement, mais aussi pour les jeunes Français pour que ça soit fluide pour eux. Au niveau des attractions, jusqu'à présent... Il faut aussi vérifier que les Israéliens, je suppose, comprennent quelque chose à la mentalité du jeune Français. Même s'ils sont ouverts et sympas, c'est ça. Il faut qu'ils comprennent quelque chose. Les attractions, quels étaient les problèmes? Je t'ai coupé. Non, pour les attractions, c'est-à-dire jusqu'à présent, quand même, la Havaya israélite, c'est des groupes. Donc là, aujourd'hui, du coup, on descend cette obligation de groupe pour pouvoir proposer ces attractions à des personnes seules ou avec des groupes très restreints de 3, 5, 10. Donc aussi, dans notre organisation, c'est tout un travail pour s'adapter à nos objectifs et pouvoir proposer ce service. C'est ça, comment vous avez adapté aussi aujourd'hui, on sait qu'il dit ça pour rigoler, mais les jeunes en France, les jeunes juifs et tout, adorent cette histoire de gang. Ouais, est-ce que le gang, il va en vacances? T'as l'impression qu'il se déplace par 3, par 4, par 10. Et s'il y en a un qui arrive à décider les autres, et ben hop, tu vas récupérer tout le gang quelque part. Mais là, t'es en famille, t'es plus en groupe. Alors dans le temps, c'était facile. T'avais un mec au ZI qui était le mec central et la plus jolie fille qui disait « Ouais, on y va en été », puis t'avais 40 inscrits. Bah, il dit « Bon, hop, ça poussait ». Mais là, t'as pas ce choix-là, quoi. C'est-à-dire quelque part, est-ce qu'il y a quand même une idée où vous vous dites on peut quand même gérer un groupe d'une dizaine de personnes si on les met sur 2-3 familles dans la même région et hop, là, on a reconstitué un peu. Ou bien cette histoire de gang va gêner la famille israélienne ou le jeune israélien qui aurait voulu être en contact un peu. Alors, de ça, il y a deux grandes idées, en fait. Parce qu'on a pensé, effectivement, le jeune qui vient en vacances, il n'aime pas forcément être seul, isolé, dans une famille où il ne connaît personne. Quoi. C'est même pas, il n'aime pas forcément. C'est un challenge. Il n'aime pas. Par contre, il suffirait qu'il a un copain et il va voir ça de façon beaucoup plus marrante. Bien sûr. Donc déjà, il y a la première solution que les familles israéliennes, si elles le souhaitent, peuvent accueillir 1, 2, 3 personnes, si elles ont les possibilités de le faire. Et la deuxième solution, en fait, c'est qu'au niveau de la communication, et donc du coup, on revient sur le marketing, on a décidé en fait de commencer à parler principalement avec les mouvements de jeunesse en Israël. Et donc du coup, et c'est pour ça que sur cette affiche, il y a le Bnei Akiva, parce que quand on a commencé, on a parlé avec tous les mouvements de jeunesse, et tous ont de suite voulu faire partie de cette aventure. Et donc du coup, est venue cette solution que un SNIF, en fait, par exemple, du Bnei ou des Tzofim ou n'importe quel mouvement de jeunesse, peut en fait prendre sur ses épaules et décider que le SNIF, du coup, va accueillir 3, 4, 5, 10 jeunes, et en fait dans le même quartier. Donc du coup, ces jeunes-là qui vont venir en vacances vont se retrouver chez des familles, mais vont être en fait dans un même quartier, dans une même ville. Et donc du coup, vont pouvoir aussi, par la suite, faire leurs activités ensemble. C'est-à-dire faire dormir chez les familles et se retrouver, par exemple, pour aller faire du kayak, pour faire un tioul de 2 jours dans le sud, dans le nord, etc. Donc du coup, l'objectif, c'est pas que le jeune soit isolé du tout. C'est-à-dire, qui fasse des nouveaux liens, qui crée de nouveaux liens avec le jeune dans la famille israélienne. Parce que ce qui est très important sur ce site, c'est que les familles doivent avoir des jeunes chez elles pour pouvoir accueillir. Mais d'un autre côté, le travail que vous avez fait vous permet aussi d'avoir la conscience plus ou moins tranquille, parce que les mouvements de jeunesse et les gens vont trier aussi des familles qu'ils savent fiables. Et donc, là, il y a beaucoup de questions qui se cassent un peu la figure, des trucs qui faisaient peur, mais quelles sont ces familles? On ne les connaît pas. Non, les mouvements ici, ils les connaissent. C'est ça, exactement. Ils les connaissent très bien. Et on travaille main dans la main avec les mouvements israéliens, justement, pour le recrutement aussi de ces familles. C'est une partie. On a d'autres aussi canaux pour avoir justement de nouvelles familles. On est ouvert, d'ailleurs, avec plaisir aux familles qui ont des enfants entre 14 et 17 ans et qui souhaitent leur faire vivre cette aventure et que leurs enfants soient des ambassadeurs de la culture israélienne et qui fassent découvrir leur vie au jour le jour. Lisa et Julie, on vous imagine quand même comme des soldats sur plusieurs fronts. Parce qu'on imagine l'agence juive et des types qui étaient déjà un peu sceptiques que vous avez réussi à convaincre, attendant, en disant elles vont voir qu'on avait raison, quand on avait dit qu'il ne fallait pas changer. Et puis tu as les familles israéliennes qui disent bon, c'est sympa et tout, mais bon, on espère que les Français, c'est pas des tueurs qui vont tout casser et tout. T'as les familles françaises qui se disent ouais, mais chez qui ils vont envoyer nos enfants? Et finalement, on vous imagine avec plein de fronts et il faut trouver des solutions à peu près à tout. Et je dois passer sur une vingtaine de problèmes qui vous défilent devant vous actuellement. Comment vous gérez ce truc? Comment vous gérez ça? Quand vous arrivez au bureau le matin, vous dites on attaque qui là? Le front français, l'israélien, en interne. Je dois dire qu'on a déjà
on a déjà répondu à pas mal de challenges et à pas mal de questions qui se sont déjà, posées. si vous bossez dessus depuis 2 ans, Voilà, c'est déjà pas mal. donc Les là, mecs on a ont un dû sortir stade. aussi un peu d'argent. Ouais. Si Non, vous avez là, on réussi à a un passer stade ça. où, voilà, le site est prêt. On est dans le stade du recrutement des jeunes Israéliens et des jeunes Français, parce qu'en fait, cette année, on commence le projet avec un pilote sur la France, Ok. donc avec les jeunes, les ados français. Et l'objectif, c'est l'année prochaine de pouvoir ouvrir le site aux jeunes juifs du monde entier, puisqu'on travaille à l'expérience israélienne, on travaille avec tous les pays. Donc pourquoi pas proposer ce projet, ce site à des Américains, à des Argentins, à des Espagnols, des Canadiens, vraiment tout le monde entier. Et aussi, la surprise pour l'année prochaine, ça sera de proposer aux Israéliens de partir, eux, à Paris, C'est-à-dire à ce New site York. peut fonctionner dans tous les voilà. sens et permettre un peu tous les échanges. Voilà. Tu as parlé d'un pilote pour cet été. Alors, comment vous organisez pour essayer d'avoir des gens quand même, parce que l'été est quand même très proche là. Quelle est la stratégie un peu pour essayer maintenant d'attraper des jeunes pour cet été? C'est évident que pour l'été 2019, on vous voit venir, vous allez pouvoir structurer l'affaire, attaquer, etc. Pour cet été, comment vous faites dans l'urgence un peu maintenant? Déjà, on cible les jeunes qui ont prévu de venir en Israël. Mais qui ne savent pas encore exactement dans quel cadre et quel va être le contenu de leur voyage. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui viennent dans l'appartement de mamie à Ashdod ou qui viennent entre copains mais qui n'ont pas vraiment de programme. Alors nous, on leur propose de donner une touche à leur voyage et de ne pas passer la semaine entière à Frischmann, à Tel Aviv, ou les soirées sur la Taillelette, mais de passer, pourquoi pas, 3-4 nuits chez Itaï, à Herzliya, ou chez un autre Israélien de leur âge, pour vivre une expérience un peu différente. On en reparle tout de suite dans la 4e partie de Planète 2. Tout de suite. Dernière partie de Planado, et pour cette dernière partie, on était en train de rentrer dans les détails de fameux pilotes pour cet été dans ce projet Isra Dream dont vous allez tous entendre parler. Et peut-être serez vous-même les précurseurs, les premiers à participer à cette aventure qui a l'air très, très, très sympa. Alors, donc maintenant, on en était au côté marketing pour cet été. Déjà, comment, dans l'urgence un peu, c'est un peu la course, comment on attrape maintenant les premières dizaines de personnes qui vont participer à ce truc et qui sont ceux qui vont être vos ambassadeurs un peu pour l'année prochaine et qui diront « Waouh, c'était extraordinaire, dommage qu'il n'y avait pas ce truc-là avant et tout ». Alors, comment vous organisez pour ça? Alors, du coup, comme on le disait, on a beaucoup parlé pour avoir ces familles, déjà beaucoup parlé avec les mouvements de jeunesse en Israël. Okay. On a aussi parlé beaucoup avec les volontaires de Kalita. Pour les inviter aussi à ouvrir leurs portes pour cet été et accueillir des jeunes. Et aussi beaucoup, le bouche à oreille en fait, parce que c'est un projet qui plaît beaucoup. Et aussi, c'est, comme on dit, une aubaine en fait pour des jeunes de 14-17 ans en Israël de pouvoir accueillir d'autres jeunes français et passer une partie de leurs vacances avec eux. Comment vous avez été reçus? Quel a été l'écho un peu? On a vu que les familles étaient prêtes et avaient trouvé ça sympa. Les jeunes Israéliens, ils réagissent? Vous en avez vu? Alors, les jeunes Israéliens, en fait, dès qu'on leur parle de l'étranger et de jeunes qui viennent de l'étranger, ils adorent. Ouais. Donc, du coup, et en plus de ça, vu que ça va rentrer dans le cadre de leurs activités, de leur mouvement de jeunesse, on a rencontré aussi les mouvements de jeunesse en France qui aussi souhaitent faire partie de l'aventure. Dès qu'on leur parle de partage, de kiff, de sortie ensemble, je pense que n'importe quel jeune est partant, quoi. D'accord. Donc, un bon écho du côté des familles israéliennes, un bon écho du côté des jeunes Israéliens. Qu'est-ce qu'il en est des familles un peu françaises? Vous avez commencé à sonder un peu les gens là-bas pour voir les réactions? Moi, j'imagine bien certains Français, c'est quoi, mon fils tout seul dans une famille que sa mère ne connaît pas C'est vrai, mais d'un autre côté, les parents sont aussi... Pour les parents qui arrivent fin juin et leur enfant n'a toujours pas décidé et choisi qu'est-ce qu'il allait faire cet été, ils se disent
je préfère que mon fils ou que ma fille soit dans le cadre d'Isra Dreams. Ils vont apprendre l'hébreu parce qu'ils vont partager avec un jeune Israélien. Ils vont pouvoir faire des excursions, ils vont pouvoir découvrir Israël, plutôt que d'être dans un appartement vide de la grand-mère, et de rien faire. Et de rien faire toute la journée. La bamba toute la journée, on va plus retrouver l'appart, on va plus retrouver le jeune. Oui, donc c'est vrai qu'il y a une inquiétude. C'est vrai qu'il y a une inquiétude parce qu'on se dit, mais c'est pas le voyage organisé comme on a l'habitude pour un parent. Mais d'un autre côté, ils y vont plus. Voilà, mais d'un autre côté, ils y vont plus. Donc là, on leur propose une bonne. C'est sûr que c'est presque idéal pour des parents qui, eux, vont au mois d'août à Netanya, par exemple, et se disent, ils seront là, j'achète qu'un billet d'avion finalement, et il y a quelques économies d'échelle, et en même temps, au mois de juillet, où je suis au travail encore, je sais qu'il est quelque part dans un truc qui est quand même structuré et suivi, parce que je suppose que vous allez avoir un suivi quand même de ces jeunes. Bien sûr. Pendant le mois où ils sont là. On va les suivre. Et puis les parents ont un contact avec nous, donc c'est un site internet, donc ils peuvent nous contacter via le site, ils vont pouvoir nous contacter via les réseaux sociaux, on sera présent sur Facebook. Qui sont les gens derrière ce site? On a vu le site, c'est une grosse machine. S'ils vous contactent derrière le site, il y a des mecs qui doivent répondre, il faut qu'ils répondent bien. C'est Julie qui se tape tout ça. Non, on a une grosse équipe. Ça fait peur, c'était passer. Bonjour l'été. Il n'y a pas que Julie. Mais non, madame, votre fille, c'est bien. Non, il y a d'autres personnes. Si tu veux, on a quand même des grosses trucs, des personnes, énormément de personnes qui travaillent pendant l'été. Donc, on a parlé des madrichim, mais il y a aussi des rakazim qui sont les coordinateurs de tous les jeunes qui se trouvent sur le terrain. Donc, on a l'habitude de gérer ces équipes-là. Et donc, on va avoir une équipe de rakazim qui va sillonner le pays. En fait, vous gérez un peu l'histoire comme si vous aviez un gros groupe qui était venu, mais qui s'était réparti sur des dizaines de familles. Vous dites, allez, on va gérer ça, on va rameuter. Alors, comment vous amenez les jeunes vers vos activités, vers les trucs qu'il y a à faire, qui effectivement, on sait que la travail israélite, c'est pas seulement du tourisme, il y a aussi de l'éducatif. Comment on amène un de ces jeunes à Yad Vashem ou à Masada, par exemple, et qu'il a envie d'y aller, et non pas de siroter un petit café Alors, le gros avantage du site, c'est que déjà, comme on l'a dit, c'est à la carte. Donc, ça veut dire que si le jeune il est plus sportif, il se sent de faire un entraînement commando, il y aura. S'il est plus cuisine, il pourra faire une sadna aussi avec des Israéliens. S'il préfère se faire un tioul de plusieurs jours, découvrir le Sud, il y aura aussi. S'il est plus du genre sérieux faire un ulpan. Il y a un tarif aussi, il y a une espèce de menu comme ça. C'est exact, c'est vraiment ça. C'est à la carte. C'est-à-dire, il peut ou pas passer par Isra Dream pour réserver où il va dormir. Mais il peut ou pas passer par nous pour sélectionner ses attractions. C'est-à-dire qu'il réserve, il y a le prix, il y a le descriptif, etc. de l'attraction, et vraiment, il réserve, il reçoit la confirmation de sa réservation, et on se retrouve à un point de rendez-vous pour faire ensemble l'attraction. J'ai une question. On a l'impression quand même que dans le temps qu'il y avait des groupes, du DEJ, des EI, etc., les parents envoyaient, ils disaient, il va faire 10 attractions, et 4 musées, et puis ça c'est bouclé. Alors que là, même en tant que parent, j'ai pas tellement d'influence sur le fait. C'est toujours rassurant pour des parents de se dire tiens, il va faire quand même des trucs, il va voir un peu Israël. Alors que là, j'ai plus tellement la shlita, j'ai plus tellement de contrôle de ce truc-là. Les parents sont partie prenante aussi, c'est-à-dire peuvent donner un avis, rentrer en disant ah non, mon fils, moi je veux qu'il fasse Yad Vashem. Alors, c'est-à-dire que le principe du site internet, c'est qu'il est ouvert à tous. Donc, de la même façon que l'enfant pourra rentrer, enfin le jeune pourra rentrer et choisir ses attractions, le parent lui aussi pourra voir le panel d'attractions qui seront proposées sur le site et dire à son fils, écoute, ça, il faut que tu le fasses. Et qu'ils réservent ensemble, suivant l'heure, la date, etc. Et qu'ils réservent ensemble les attractions. Mais là, l'objectif vraiment du site, c'est de mettre au centre de l'initiative, en fait, le jeune. Et que ça soit lui qui décide de faire cette activité plutôt qu'une autre et qu'il y aille, en fait, pleinement avec une envie complète, quoi. On a l'impression que vous êtes vraiment branché modernité à fond, parce que c'est vraiment... non, aujourd'hui, c'est la tête de tout ce qui se passe. Quand tu rentres sur Amazon, tu rentres dans tout, c'est le maximum de choix, de visibilité, de possibilités
de manœuvre. Et le fait que ça joue dans les deux sens, demain j'ai envie d'aller en Angleterre quelque part, et ben on va me dire tiens, ben, la machine marche aussi, tu peux aller, et il y aura une famille anglaise triée un peu par les mouvements de jeunesse là-bas, qui sera une famille. C'est quand même vachement sympa sur le papier, c'est super excitant quoi, de se dire eh ben ça y est, on est tous réunis un peu, reliés. Mais on imagine quand même qu'il va y avoir énormément de trucs à gérer. Parce que oui, d'accord, la plateforme, on a l'impression qu'elle peut s'en sortir toute seule. Mais il faut quand même beaucoup de monde derrière pour faire en sorte que ça existe, quoi. C'est un peu comme Airbnb. C'est facile, tu appelles le mec, tu parles, juridiquement parlant, à tous les niveaux, pour que ça tienne debout. C'est toi qui tiens tous les trucs. Tu fais des réunions en disant les mecs, c'est la galère. C'est genre... Jamais. Jamais, reste tout à fait cool, détente. Très et cool, tout. ça se voit d'ailleurs, je serais cool. Alors, dans votre rêve, comment vous imaginez la plateforme et Isra Dream dans 3 ans, disons, Lisa? La projection. Bah, dans mon rêve, c'est vraiment... Allez, vas-y, fais rêve et cauchemar. Le cauchemar, tu fais tout doucement. Moi, je rêve. Je fais que des rêves la nuit, jamais de cauchemar. Bravo. La directrice de la marque, regarde, d'ailleurs, tu fais bien de faire que des rêves. Alors... Tu as raison. Non, dans mon rêve, vraiment, je vois des liens forts entre des Israéliens et entre des jeunes juifs du monde entier, dans les deux sens. C'est-à-dire que vraiment permettre à des jeunes, aux juifs de la diaspora, de vivre Israël de l'intérieur, de connaître des Israéliens, mais aussi dans l'autre sens, de permettre à des jeunes Israéliens d'apprendre et de connaître qu'est-ce que c'est être juif en diaspora. Comment un juif aux États-Unis vit son judaïsme, comment un juif à Paris vit son judaïsme, qu'est-ce que c'est être juif en dehors d'Israël. Parce que pour des Israéliens qui sont nés ici, ils ne savent pas ce que c'est être juif à l'étranger. Donc ça, je pense que c'est très excitant de pouvoir se dire que... Vous imaginez plein d'échanges comme ça, de pouvoir tracer sur Internet des... Que c'est peut-être un site qui va relier... un site qui va relier des juifs du monde entier. Ils vont pouvoir communiquer et apprendre à se connaître. Alors, en quoi on parle dans ce projet-là? J'arrive, je suis un petit français, je parle. On est vraiment... On parle... Alors, c'est un site qui va être... Je tombe dans une famille israélienne, j'en place pas une en hébreu, je fais quoi là-bas? Déjà, le site va être en 3 langues, donc français, anglais et hébreu. Et puis dans le descriptif de chaque hébergeur, donc de chaque famille ou de chaque jeune israélien, chacun devra spécifier quelle langue on parle à la maison. Donc, si c'est un jeune qui est né en Israël, mais de parents francophones, donc il va écrire « je parle un peu le français, je parle hébreu, je parle anglais, oui ou non ». Voilà. Et donc, en fonction de ça, le jeune français pourra dire « bon, bah voilà, je vais aller chez Itaï, puisqu'il parle aussi un peu français, ou moi, je me débrouille très bien en anglais, ou justement, je veux améliorer mon anglais, donc je vais aller chez un jeune Israélien qui parle anglais. » Voilà. Ok, sympa. Julie, comment tu vois, toi, l'affaire? Tu vois de la même façon dans 3 ans? Moi, je le vois, en plus de ça, je le vois aussi... De toute façon, tu vas être obligé de surenchérir. C'est un poker, là. Oui. Je vois aussi, pour les touristes du monde entier, en fait, de voir Israël... Bon, de l'intérieur, quand je dis ça, ça fait bateau, mais c'est-à-dire que de ne pas connaître que le bord de mer, Tel Aviv, etc., mais avoir une facilité pour venir découvrir des attractions du nord au sud. Mais vraiment, c'est-à-dire faire un vrai tioul à l'israélienne et découvrir et kiffer comme nous, on kiffe comme ça ces petits tiouls à droite à gauche et qu'avec un rien, on a fait notre week-end. Voilà, qu'ils apprennent aussi ce kiff à l'israélienne. Est-ce qu'on peut venir essayer pour donner des avis pour les jeunes? Justement, je cherche quoi faire avec ma famille cet été. Mais carrément, ça veut dire que c'est pas ouvert qu'aux jeunes. Donc, même pour des adultes... On a des réducts par chez vous? Comment ça marche? On en parle après l'émission. Parce que David voulait un petit séjour de 3 jours gratuit pour sa famille. Pour David, il n'y a pas de problème. Et là, les émissions ne s'effacent plus, bizarrement. Ça marche au chantage. Non, le site est ouvert à tous. C'est-à-dire que aussi bien pour les jeunes que pour les 18+, que pour les Israéliens, que pour les étrangers, tout le monde peut réserver son activité, son attraction. Si maintenant je me veux faire un tioul avec ma famille, c'est complètement possible. Comment on gère ça? Ça a l'air énorme comme truc, quoi.
On te fera un tour dans les coulisses. Ouais, non, je vais venir voir les coulisses un de ces jours parce que ça a l'air vraiment un truc. Non, c'est super intéressant sur le principe et tout, mais ça a l'air d'une vraie gestion. D'un autre côté, vous êtes la Chavaya israélite, il y a beaucoup d'expérience derrière tout ça, on vous fait confiance. Une petite dernière question juste avant de se séparer, etc. Actuellement, vous avez la tête complètement dans l'Isra Dreams. C'est le truc qui vous prend tout votre temps. La nuit, on en rêve tous les soirs. Non, ils n'ont pas réservé. Les maris n'en ont pas marre d'Isra Dreams. C'est bon, ça tient encore. Ils rêvent avec nous d'Isra Dreams. Bah, écoutez, bon, moi j'ai été enchanté de vous recevoir personnellement, mais je suis aussi enchanté pour la communauté en France, dans le monde entier et en Israël, de savoir qu'il y a des gens comme vous, quoi. C'est-à-dire, d'un côté super compétents, d'un autre côté super motivés, quoi. On a l'impression, au début j'ai dit c'est à cause de Marseille qui rigole tout le temps et tout, et en fait c'est parce que vous kiffez ce que vous faites, quoi. Ça se voit, mais vous êtes complètement dans le truc. Et pour nous, sur Studio Kalita, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Alors, Lisa, on te réinvite quand tu veux. De toute façon, on efface 2 émissions sur 3, donc on s'en fiche. À la fin, ça reste pas beaucoup il ne reste pas beaucoup de choses, mais tu reviens quand tu veux nous parler d'Isra Dreams. Merci beaucoup. Pour vous, les jeunes, et tous les gens qui regardaient Plein l'ado, il y a une opportunité, à mon avis, presque unique de changer complètement votre façon de voir Israël, de le connaître, de l'intérieur des familles, de voir comment des familles israéliennes vivent et tout ce qu'on peut faire avec elles, tout ce qu'on peut visiter, et avec un accompagnateur, un petit copain israélien. Et ça, ne passez pas à côté de tout ça. Pour les filles, un petit conseil, il y a des Israéliens juste avant l'armée. Mais ça, je referme la parenthèse avant que vos parents regardent l'émission. Et Julie, on était vraiment enchantés de te recevoir aussi et de savoir qu'il y a des gens qui, derrière les écrans, derrière les trucs, réfléchissent à chaque seconde comment on va améliorer, comment on va changer, et comment on va bouger. Très souvent, quand les gens parlent un peu des fois Misra d'Akita, Jean Juif, on a l'impression de gros trucs, mais on voit qu'en dessous, il y a plein de jeunes qui poussent et tout, et qui permettent à ces institutions de se renouveler, d'avoir plein d'idées et de projets, etc. Et c'est génial. Nous arrivons vers la fin de Plein l'ado. Je vous remercie non seulement d'avoir été là, mais je dois vous rappeler à vous et aux auditeurs le numéro de la boîte vocale, le 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger l'application Studio Kalita sur l'App Store et sur Google Play, www.studiokalita.com. Merci d'avoir été avec nous, Bernard Zanzori, pour Plein l'ado. À très bientôt. Merci Bernard. Bye. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzori pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.